Il y a quelque temps sur Twitter, quelqu'un m'a avancé que Valkyrie Apocalypse n'était pas un manga politique. Et bien que l'intérêt premier du manga ne soit absolument pas la politique, en effet sa première volonté c'est pas de faire de la politique, il n'empêche que le manga est quand même politique. Vous connaissez l'adage, tout n'est pas politique, mais la politique s'intéresse à tout. Et s'il y a bien un domaine où la politique s'enracine et est présente, c'est le domaine artistique. Et avant que vous veniez me secouer et m'invectiver pour ça, je sais très bien qu'au Japon, les mangas c'est considéré comme un produit de consommation et un divertissement, bien plus qu'un produit artistique. Mais envers et contre tout, est-ce que ce fait empêche foncièrement les auteurs de mettre des messages dans leurs œuvres, que les messages soient volontaires ou non? Plus encore, quand bien même c'est considéré comme un produit ou un divertissement, ça n'en est pas moins un produit culturel, et ça tombe bien, parce que les produits culturels, c'est un très bon moyen de prendre la température et de mieux comprendre une époque. Parlons de Ashita no Joe comme exemple. Ashita no Joe, ça se passe dans les années 70, et c'est un manga qui paraît dans les années 70, à une époque où le Japon est en train de prendre un modèle plus capitaliste, plus calqué sur la société américaine. Mais c'est surtout un pays qui est encore énormément touché par les restes de la guerre, il y a un nombre d'orphelins exceptionnel et un nombre de délinquants tout aussi élevé. On réalise très bien quelles sont les principales problématiques et les angoisses d'une époque en s'intéressant à ce que les artistes ont pu en créer. Hokuto no Ken ne se cache même pas d'être un manga qui parle de l'horreur de la guerre et des désastres nucléaires. Pile à une époque où ah bah tiens, c'est la guerre froide et on a peur d'une escalade nucléaire. Et pour le coup, on va même pas aborder le sujet de Hayao Miyazaki parce que j'ai déjà vu des gens me dire que c'était pas politique ce qu'il faisait. Premier degré. Revenons-en à la base de la vidéo, au sujet principal, Valkyrie Apocalypse, est-ce que c'est un manga politique? Mais surtout, quels sont les messages? Est-ce que le manga est un manga de gauchiste ou de droitard? Ça, je vais pas vous mentir, on s'en fout. Comprenez bien que je ne prétends pas que les messages politiques de l'œuvre soient profonds ou même particulièrement intéressants. Encore une fois, on est sur une œuvre qui n'a aucune prétention à ce sujet-là. On reste sur un manga de tournoi et de bagarre avant tout. C'est pas un Hunter x Hunter ou un One Piece où on vous développe une géopolitique globale et mondiale. Et pourtant, même en disant ça, le début de Valkyrie Apocalypse, ça n'en reste pas moins une gigantesque assemblée où on fait un vote pour décider de l'avenir de l'humanité. Donc, une politique avec un fonctionnement plutôt démocratique. Bon, c'est pas super intéressant non plus, surtout qu'on sait que, voilà, ce qui résulte, c'est que les dieux vont nous annihiler, mais toujours est-il, ils ont une instance politique, ils ont un système politique. Bon, les Grecs semblent régner en maître, il y a des dieux dirigeants, et sincèrement, le fonctionnement politique du monde de Valkyrie Apocalypse, enfin, chez les dieux, c'est quoi en fait? C'est pas pleinement une démocratie, puisqu'il y a des dieux qui ont des statuts de dieux dirigeants qu'ils gardent à vie. Donc voilà, ils ont quand même un pouvoir décisionnaire exécutif. C'est pas une dictature, puisque voilà, ils font quand même une assemblée avec des votes, il y a une constitution, ils respectent tout ça et tout, et donc si un vote va contre un dieu dirigeant, il est obligé de se plier au vote, en principe. Mais c'est pas une république non plus, puisque, la famille grecque a plus de pouvoir que les autres, et donc il y a un système de pouvoir qui a l'air quand même un petit peu héréditaire, qui semble plus être un pouvoir monarchique pour le coup. On va faire simple, on va juste dire que c'est un gouvernement à fonctionnement oligarchique. Voilà. De toute façon, ce n'est pas l'urgence ni le plus important, ça reviendra pas dans l'histoire, ce qui compte c'est le choix des dieux. Car celui qu'on connaît tous, la disparition de l'humanité, et donc le Ragnarok. Extrapolons un petit peu le début, mais une Valkyrie qui est une demi-humaine, qui est méprisée parce que les demi-humains sont inférieurs, Valkyrie qui arrive à convaincre ses sœurs de se rebeller, d'affronter les dieux avec les humains, ça s'appelle une révolution, je le dis comme ça. Et surtout, Valkyrie Apocalypse, certes, c'est un manga de tournoi, mais c'est un manga de tournoi entre dieux et humains. On peut donc interpréter ça comme une guerre pour la survie de l'humanité. Et je vais pas choquer grand monde, mais oui, la politique et la guerre, c'est quand même plutôt lié. On peut très clairement interpréter le message comme un peuple opprimé qui décide de se lever et d'affronter la figure d'autorité pour récupérer des droits. L'homme révolté de Camus, toi-même tu sais, la révolte c'est le moment où quelqu'un dit « c'en est trop ». Mais bon, si on fait un petit retour en arrière et qu'on se concentre un petit peu là-dessus, les dieux, ils décident pas non plus de nous flinguer parce que c'est marrant, il y a quand même une raison qui les motive. On n'évolue pas, on fait la guerre en permanence, on est tout simplement en train de détruire la planète et l'écosystème. Bon voilà, c'est pas non plus pour des roses qui nous détruisent. Ils partent du principe qu'on est juste néfaste pour l'avenir du monde, donc autant qu'on disparaisse. C'est d'ailleurs dommage que ce point de vue-là et ces problématiques sont pas plus appuyés dans le manga, parce que bon, leurs critiques, elles sont très valides. Mais bon, en général, après 3 coups de poing, une poignée de main et quelques planches un petit peu émo-érotiques, les dieux se mettent à kiffer l'humanité. Donc le message là, vous le verrez pas revenir. Malheureusement. Toujours est-il, on est sur un manga où il y a un rapport de force très distinct. D'un côté, vous avez les dieux qui ont le pouvoir de vie ou de mort sur
notre espèce entière, et de l'autre, les humains qui, eux, essaient de se défendre comme ils peuvent. Si c'est pas politique comme message, je sais pas ce qu'il est, hein, franchement. Combat numéro 2, vous avez littéralement une planche qui montre des croyants et pratiquants de toute religion, des personnes de tous milieux sociaux et de toutes valeurs différentes, s'allier et espérer la même chose, la victoire d'Adam. Est-ce qu'un message de paix et d'unicité, malgré toutes les différences sociales, économiques et religieuses, et même culturelles, c'est pas considéré comme un message un petit peu politique, quand même? Sasaki contre Poséidon, c'est peut-être un petit peu moins politique, mais bon, Poséidon, c'est quand même un personnage qui incarne la royauté, qui est un système politique. Pas forcément, c'est plutôt la monarchie, mais comprenez le délire. Et on rappelle que son frère voulait faire un coup d'état. Mais bon, pour le coup, le 4ème round est très différent. Là, on parle d'égalité des chances, de misère et surtout de la société en général. On rappelle que Jack, dans le manga, c'est un mal qui est créé par l'être humain. Ce qui fait que Jack devient Jack, outre l'inclination personnelle, les chances, le tempérament, enfin oui, les trucs qui sont un petit peu plus innés. Le truc qui fait qu'il devient un dangereux criminel, c'est parce que le gamin se fait maltraiter au point où ses yeux débloquent un super pouvoir qui lui permet de comprendre ce que les gens ressentent en permanence, donc pour s'adapter et pour survivre. S'il se met par tuer des gens, c'est parce qu'il sacrifie absolument tout le monde, parce que tout le monde ment tout le temps. Donc certes, il décide de se conforter dans cette voie et de continuer, mais il y a quand même une grosse critique sur la société humaine et son fonctionnement, un fonctionnement de paraître et de mensonge, et un fonctionnement où les rapports de force permettent les violences parfois très irraisonnées. Et pour le coup, ça résonne d'autant plus quand un personnage comme Héraclès, qui a pas eu une vie facile non plus, parvient à rejoindre les dieux. Littéralement, il a réussi à boire l'ambroisie, c'est bien la preuve qu'on n'est pas forcément tous égaux. Bon, le combat 5, il y a un peu moins de messages politiques, donc on va passer, désolé pour les fans. Il reste un excellent round, mais voilà. Le combat 6, c'est le moment où on t'explique que Bouddha est un mec cool. Voilà. J'aime pas le combat 6, vous le savez, mais il y a quand même un petit message derrière. Même si c'est lié à la religion bouddhiste principalement, on voit très bien que l'opulence, ça peut finir par ternir les valeurs et par affecter les gens. Pas de la meilleure manière possible, surtout. Les abus et l'absence totale de réglementation, ça peut être dangereux. Là, vous en arrivez au combat 7, où un des sujets principaux et un des débats principaux du combat, c'est comment on fait et c'est quoi diriger un peuple. Littéralement de la politique, ça. Toute l'histoire de la Chine, les massacres, l'unification du pays, surtout l'absolue nécessité de comprendre la douleur d'un peuple pour réussir à le gouverner. Même si le manga s'attarde pas sur les procédés, parce que c'est pas l'intérêt, le flashback de Tenshinhan montre très bien que les divisions et les guerres intestines ont failli détruire à tout jamais la Chine, en plus d'appauvrir et de détruire la population de l'intérieur. On est quand même plutôt sur un message de paix. Le round 8, c'est une leçon sur le progrès et l'avancée technologique de l'humanité. C'est-à-dire que on peut faire des trucs exceptionnels avec la science, et on peut faire une arme qui va tous nous détruire. C'est comme ça. C'est un sujet, on va y revenir un petit peu après. Le round 9 vous explique qu'il faut parfois savoir fouler quelques traditions pour réussir à survivre et que dans l'absolu, rien n'est pleinement sacré, ce qui compte, c'est qu'on s'en sorte. Le round 10, c'est du katana. Le round 11, on est sur un soldat qui participe à une guerre, qui développe des syndromes de stress post-traumatique exceptionnels à cause de ça, ça c'est l'histoire de Simoya, et qui donc veut participer au Ragnarok, pour sauver l'humanité et surtout pour réussir à se racheter de toutes les vies qu'il a pris quand il était vivant. Tout le personnage de Simoya, c'est un mec qu'on présente en héros, une légende, quelqu'un qui a sauvé tout le monde, mais qui en parallèle souffre exceptionnellement de devoir prendre la vie de ses ennemis pour protéger les siens. Encore un message anti-guerre et un message de paix. Et là, sincèrement, les derniers chapitres et le flashback en cours, si vous arrivez encore à me dire que le manga n'est pas politique, c'est que vous avez les yeux fermés quand vous lisez, vraiment. Tout dans le flashback est politique. Et ça tient en une expression, le devoir de mémoire. On est sur un flashback après que les dieux d'Yggdrasil, qui voulaient tuer tous les dieux faibles et impurs, soient vaincus. Et je vais même pas prendre la peine d'expliquer en quoi le postulat de base est politique, je pense que vous savez. La question qui se pose ensuite est une question qui s'est posée après la Seconde Guerre mondiale. Doit-on raconter l'histoire? Si oui, doit-on raconter toute l'histoire? Il y a un historien français qui s'appelle Henri Rousseau, qui est un expert sur le sujet. Voilà, c'est lui qui a popularisé le terme résistentialisme. On est sur quelqu'un qui sait un petit peu ce qu'il fait. Voilà, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez renseigner sur ce qu'Henri Rousseau a fait et écrit. Dans le manga, vous avez donc deux points de vue qui s'opposent. Ceux qui veulent faire disparaître l'histoire, jugeant que Yggdrasil a disparu, que les crimes commis par Yggdrasil doivent disparaître et que si le peuple sait, un nouveau Yggdrasil risque d'apparaître. Si vous voyez pas le parallèle avec un certain mouvement des années 30 et la situation... Je peux pas grand chose pour vous, hein, continuons. L'autre point de vue, c'est le personnage qui soutient que l'histoire n'est ni bonne ni mauvaise, et qu'il faut la raconter de la manière la plus neutre possible. Que de toute manière, même si on cache l'histoire, elle reviendra, et qu'au contraire, c'est ça le danger. Les gens doivent savoir pour mieux choisir. Il tient d'ailleurs la même solution et la même réponse vis-à-vis de la technologie. Tout ça avec un fond de, oui, mais si Yggdrasil revient et qu'on n'est plus là...
il y aura plus personne qui saura quoi faire. La première solution est celle qui est choisie dans le manga, et bon bah voilà, on n'a pas la suite parce que bah voilà, les autres chapitres sont pas sortis, mais on se doute un petit peu que de toute façon Yggdrasil va revenir, et que donc cacher l'histoire n'était peut-être pas la bonne solution. Et d'un autre côté, l'autre personnage a réussi à transmettre la vraie histoire d'une manière détournée. J'ai envie de dire, peu importe l'intention et les pratiques, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Il y a deux extrêmes qui pensent faire le bien et qui défendent leur point de vue. Et après, le premier parti a commencé à vouloir flinguer les innocents et des gosses pour les censurer, qui est assez discutable. Bref, pour répondre à la question, est-ce que Valkyrie Apocalypse est une œuvre politique? Oui. Est-ce que c'est le but principal du manga? Sans doute pas. Et pourtant, plus le temps passe, plus on retrouve des messages qui sont liés à la politique, tout simplement. Voire des messages qui sont ouvertement politiques. Littéralement le dernier flashback. Pour conclure, continuez de réfléchir aux œuvres que vous lisez, continuez de réfléchir aux médias que vous consommez, parce que, ben voilà, les auteurs, consciemment ou non, ils vont transmettre des choses. Et ces productions, dans le futur, elles vont permettre de mieux comprendre notre époque. C'était Béléus, et je vous dis, salut à tous.